Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'adoption par les sénateurs du projet de loi qui crée une circonscription unique nationale pour les élections européennes. C'est là la principale mesure du projet de loi qui a été adoptée la semaine dernière. Cela alors que depuis 2003, il y a 8 eurocirconscriptions pour lesquelles les Français votent. La circonscription nationale unique ne serait pas tout à fait une nouveauté puisqu'elle avait déjà cours entre 1977 et 2003. Pour le gouvernement, adopter cette circonscription nationale unique est essentiel afin de réconcilier les Français avec les élections européennes très largement boudées. En effet, l'abstention est très importante pour ces élections. À noter qu'également, lors de l'examen de ce texte, les parlementaires ont réformé le temps de parole. En effet, le gouvernement a voulu aligner la durée des clips de campagne autorisés sur le nombre d'élus au Parlement national, ce qui a fait bien grincer des dents. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Alors, nous arrivons maintenant à l'article 2. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson. Autant j'étais partisan, je soutenais l'article 1, autant les articles relatifs au temps de parole se heurtent à ma totale opposition. Je suis tout à fait hostile à ce que deux candidats ou deux listes de candidats soient traités différemment et ne disposent pas des mêmes moyens de propagande. Il n'y a pas des grands candidats, des petits candidats, des grandes listes ou des petites listes. Il y a des candidats et ensuite c'est l'électeur qui doit décider. Alors pour montrer le caractère un peu aberrant du système actuel, j'avais rédigé un amendement prévoyant que les partis, que chaque liste qui bénéficie donc de l'audiovisuel est une profession de foi dont les dimensions soient inversement proportionnelles au temps de parole. C'est-à-dire que les petites listes qui n'ont pas de temps de parole auraient une profession de foi plus importante. C'était tout simplement de manière symbolique, c'était pas du tout pour le faire, je voulais poser le problème. Alors, cet amendement a été rejeté parce qu'on m'a répondu que c'était du domaine réglementaire. Moi, je proteste contre cette interprétation parce que c'est pas du domaine réglementaire, c'est du domaine législatif. Alors, je voudrais quand même vous lire l'exposé des motifs que j'avais rédigé, qui était ainsi rédigé. Dans une vraie démocratie, les moyens publics doivent être attribués de manière égale entre les différents candidats. À défaut, on tombe dans des dérives que l'on a vues encore récemment en Égypte, pays pourtant soutenu par la France et considéré comme démocratique. Tout au moins, c'est ce que l'on dit lors des échanges diplomatiques entre la France et l'Égypte. De même, certains, au nom de la pensée politique dominante, ont insisté lourdement pour dénigrer la victoire de M. Orbán dimanche dernier en Hongrie, au prétexte que les moyens audiovisuels l'avaient favorisé. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe actuellement en France, où les petites listes vont avoir 2 minutes de temps de parole dans la propagande officielle, soit 20 fois moins que les listes les plus favorisées. C'est quand même une curieuse démocratie que de concentrer les moyens de propagande au profit des listes arbitrairement considérées comme plus sérieuses que les autres. Si le critère est celui des sondages, eh bien alors il n'y a plus qu'à supprimer les élections et se contenter de faire un sondage. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le système favorise certaines listes, eh bien, il est normal que les autres aient une compensation, d'où l'idée que j'évoquais, mais à titre purement symbolique, que la profession de foi soit inversement proportionnelle dans son importance par rapport au temps de parole. Alors, comme je le disais, cet amendement est symbolique, mais il faut bien voir que le véritable enjeu des élections européennes, ce n'est pas celui d'un combat entre la droite et la gauche, c'est le choix entre les partisans d'une Europe des nations et ceux d'une Europe fédérale. Or, avec les critères retenus, j'en ai terminé, Monsieur le Président, avec les critères retenus, le rapport du temps de parole entre ces deux visions, entre les deux visions de l'Europe, sera dans un rapport de 1 à 10, ce qui est inacceptable pour une démocratie.
Merci. Donc, la parole est maintenant à Madame Jacky Deromedi. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je souhaite évoquer la participation des Français de l'étranger aux élections européennes. Leurs élus, les sénateurs représentants des Français de l'étranger, quelle que soit leur appartenance politique, ont obtenu de haute lutte la reconnaissance de leur droit de vote à ces élections en 1977. L'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 précise les modalités de leur participation au scrutin. Mais il ne suffit pas de leur reconnaître ce droit, encore faut-il prendre les moyens de leur permettre une participation effective. Or, les taux de participation aux dernières élections de 2014 sont éloquents. Aux élections de 2014, le taux de participation de nos compatriotes expatriés a été de 11,04%. Beaucoup de Français de l'étranger préfèrent voter en France étant inscrits en même temps sur la liste électorale d'une commune. D'autres, nombreux également, préfèrent voter pour la liste de leur pays de résidence dans l'Union européenne. Néanmoins, comment ne pas s'interroger sur ces taux de participation ? À chacune des consultations précédentes, les sénateurs représentant les Français de l'étranger ont tenté de sensibiliser leur groupe politique pour cette consultation. À chacune des consultations, ils ont demandé aux gouvernements successifs de veiller à une information exhaustive de nos compatriotes. Chaque fois, les gouvernements ont assuré avoir adopté les mesures nécessaires, tant au niveau du site Internet du ministère des Affaires étrangères qu'au niveau des postes diplomatiques et consulaires. Nous apprécions les efforts réels accomplis par les postes et hélas confrontés à des budgets contraints et donc à des moyens limités. Il n'en reste pas moins qu'il est urgent d'agir compte tenu de l'importance concrète de l'Europe pour la vie quotidienne de tous les Français, où qu'ils soient. Nous le voyons bien à propos de la fiscalité, des échanges douaniers, du commerce international et de bien d'autres domaines entrant dans les compétences de l'Union européenne. Il faut continuer à nous battre pour que nos compatriotes expatriés puissent s'exprimer. Quels moyens mettre en œuvre pour favoriser la participation des Français de l'étranger à cette consultation ? Le vote électronique permettrait sans nul doute à nos compatriotes établis à l'étranger de s'exprimer. Ce sont des Français établis provisoirement hors de France. Il est important de les entendre et de leur donner les moyens de s'exprimer où qu'ils soient dans le monde. Merci. Donc, la parole est à Madame Esther Benbassa. Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent article souhaite modifier l'attribution du temps d'antenne de la campagne officielle en la basant en partie sur la représentativité au sein du Parlement. Cette disposition, justifiée par une volonté de donner une plus grande légitimité au scrutin en favorisant les partis représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, revient en fait à un certain déni de démocratie. Comment garantir la pluralité de l'expression des opinions politiques lorsque l'attribution du temps d'antenne est fondée sur le résultat des élections législatives où le scrutin majoritaire favorise le bipartisme? Et je suis issue d'un parti qui ne compte aujourd'hui plus que quelques parlementaires nationaux. Pourtant, il n'y a pas si longtemps de cela, ELV était porté par 16,28% des votants, en troisième position lors des élections européennes de 2009. Connaissant la spécificité et les positions de certains partis sur les questions européennes, comment légitimer un tel article qui nous musellerait, nous faisant pâtir de résultats nationaux qui n'ont rien à voir avec les propositions et les ambitions que nous portons pour le Parlement européen? Il semble évident que se fonder sur les résultats des précédentes élections européennes aurait, par exemple, été bien plus pertinent. Nous proposons donc, avec le groupe CRCE, la suppression pure et simple du présent article. Dans un esprit constructif, nous avons également proposé un amendement de repli visant à distribuer le temps de parole de manière à respecter véritablement le pluralisme politique français, sans favoriser bien sûr injustement les grands partis. Un Parlement sans opposition pèche par manque de démocratie. Merci. Merci. Monsieur Victorin Lurel, vous vouliez intervenir ?
Monsieur Lurel? Non. Vous passez. Très bien. Donc, sur l'article 2, nous arrivons à l'amendement numéro 48. Monsieur Gué. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 2 propose de réformer l'organisation des campagnes officielles à la radio et à la télévision pour les élections européennes. Comme le souligne la présentation générale du rapport Richard, ces campagnes officielles constituent une garantie de pluralisme politique. Leur coût étant intégralement pris en charge par l'État, elles donnent l'occasion à des partis et groupements politiques de petite taille de s'exprimer sur les chaînes du service public, souvent à des heures de grande écoute. Or, alors que jusqu'ici les règles en vigueur organisaient une égalité de temps d'antenne pour chaque parti et groupement politique, il est ici question, comme cela a été fait en amont des élections présidentielles en 2016, de mettre fin à cette égalité de traitement pour privilégier une approche dite équitable. Ainsi, la fraction numéro 1 d'une heure, répartie également entre les partis et groupements politiques non représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, concernera désormais toutes les listes de candidats pour 3 minutes par bénéficiaire, toujours réparties de manière égalitaire. En revanche, la fraction numéro 2 de 2 heures par chaîne, répartie de manière égalitaire entre les partis et groupements politiques représentés à l'AN ou au Sénat, sera désormais répartie par les présidents de groupes parlementaires au prorata de leur nombre de députés ou de sénateurs. Enfin, le CSA aura 1 heure à 1h30 pour réajuster d'éventuels déséquilibres en se basant sur ces critères troublants d'objectivité et de rationalité. Premièrement, la contribution à l'animation du débat électoral de chaque candidat. Au meilleur animateur ou à la meilleure animatrice, le meilleur temps de parole. En deux, la représentativité des listes de candidats qui reposerait en particulier sur 2 sous-critères, les résultats obtenus aux dernières élections européennes et aux plus récentes élections par les candidats ou formations politiques qui les soutiennent et les indications des enquêtes d'opinion. On voit bien que le caractère particulièrement subjectif et attentatoire à la démocratie de ces critères nécessite de modifier cette répartition du temps d'antenne. C'est ce que nous vous proposons dans un second temps. Avant cela, nous vous proposons avec cet amendement tout simplement de revenir aux règles actuelles régissant les temps de parole et les temps d'antenne pour les élections européennes. Rien ne peut justifier qu'on piétine à la fois l'égale chance pour chaque candidat légitime de pouvoir se présenter et l'égal accès à l'information sur tout courant de pensée en France pour les électrices et les électeurs. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur Richard. Le Sénat a compris que nous entrons dans le sujet qui va nous occuper au moins aussi longtemps que le sujet principal sur le système électoral, qui est la répartition du temps d'antenne en période de campagne électorale sur les chaînes publiques entre listes de candidats et non pas entre formations politiques. Alors, je voudrais dire à M. Gay que sa présentation, à mon avis, comporte une petite imperfection, c'est que le droit en vigueur n'est pas du tout l'égalité. Le droit en vigueur, vous le trouvez à la page 60 du rapport écrit, il prévoit bien une répartition en grande majorité, 3 heures sur 5, en faveur des groupes représentés au Parlement européen, au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc tenant compte là aussi du résultat des élections, y compris indirectes pour le Sénat, des scrutins antérieurs. Et nous sommes conduits donc à rectifier, à rééquilibrer ce système de partage. Je vous signale d'ailleurs que depuis qu'il existe, depuis les années 60 dans mes mémoires, un système de campagne électorale sur les médias publics, il y a toujours eu une part prédominante qui était fondée, parce que c'est ce qui a toujours paru depuis cette époque lointaine, la base la plus objective, qui a toujours été fondée sur la représentation parlementaire. Et les évolutions des dernières années ont justement cherché à établir une autre pondération. Donc, si nous faisons une rectification, si le gouvernement fait une rectification du droit actuel, c'est en restant dans les mêmes principes, c'est-à-dire une fraction substantielle qui est répartie au prorata des effectifs de parlementaires,
qui sont quand même une représentation du peuple français, tout simplement, et des élections politiques les plus récentes, avec une autre composante, qui seront donc une égalité de temps de parole pour toutes les listes. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de l'évoquer, mais enfin, je souhaite rendre le Sénat attentif au fait que ce pays n'a aucun mécanisme de plafonnement du nombre de listes. Il n'y a aucun système qui empêche n'importe quel groupe de 75 personnes d'arriver avec une liste aux élections européennes, de la présenter. Donc, je me souviens qu'à une élection récente, je crois que c'était en 2014, on devait avoir 27 listes de candidats dans la circonscription d'Île-de-France. Là, avec justement l'attrait de la campagne télévisée gratuite, évidemment, et à une heure de grande écoute, comme vous le disiez, rien ne nous préserve du risque d'avoir 40 ou 50 listes, avec un risque de confusion assez sérieux pour les formations politiques qui cherchent à avoir, disons, une représentation cohérente. Bien. Donc, il y aura de toute façon une fraction représentative de l'état des forces politiques représentatives au Parlement, une deuxième fraction identique pour tout le monde, et nous ajoutons une troisième fraction qui permettra au CSA, en fonction de critères qui sont eux-mêmes inscrits dans la loi, d'opérer un rééquilibrage. Donc, vous pouvez souhaiter rester à l'ancien système, mais ne croyez surtout pas qu'il est égalitaire. Donc, la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Si l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, l'avis est aussi défavorable. Le rapporteur vient bien d'expliquer les trois parties, si je puis dire. La première partie avec un temps qui est donné à toutes les listes, je signale que dans l'ancien système, il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il fallait, puisque c'était par circonscription, il fallait avoir au moins 5 circonscriptions pour avoir accès au temps minimum. Donc là, on a un progrès puisque c'est toutes les listes qui auront un temps minimum. Ah oui, mais c'est quand même important de le préciser. Donc nous sommes défavorables à cet amendement parce que nous pensons que le système que nous avons trouvé est équilibré. Et j'ajoute, par rapport à ce qui a été tout à l'heure dit par Madame Benbassa, juste pour lui dire que dans les critères de la dernière partie, on tient compte de la représentation des parlementaires européens, dans la troisième partie. Oui, merci Madame la Ministre. Est-ce que j'ai des explications de vote sur cet amendement? Pas d'explication de vote, donc Monsieur Gay. Merci Monsieur le Président. J'entends bien vos explications, Monsieur le rapporteur et Madame la Ministre. On pose une question sur cette troisième fraction qui, vous le dites, tend à réajuster le temps de parole qui sera minime en vérité pour un certain nombre de listes. Parce que quand on aura une petite liste, elle aura 3 minutes. Si elle n'a pas de représentant au Parlement national, elle n'aura que 3 minutes puisqu'elle n'aura aucun temps de parole sur la deuxième fraction. C'est juste sur les critères qu'on se donne. Nous les trouvons un peu flous, je le dis, et je pense qu'on doit avoir un débat, y compris, prenons les enquêtes d'opinion. On a souvent vu des listes partir à 1 ou 2%, finir parfois au-delà de 10, à des scores de chiffres. Ça va très vite. Hein, d'autres plonger, d'autres être à 15 ou 20 et donc de pouvoir potentiellement avoir un temps de parole plus élevé, puis finalement faire un score à un chiffre. Et vous le savez, il y a un grand débat quand même sur qui commande les enquêtes d'opinion. Et on dit que souvent, celui qui commande, celui qui paye, c'est celui qui commande. Donc, c'est vrai qu'on doit avoir un vrai débat sur cette question-là. Surtout quand même que je n'extrais pas notre campagne officielle du reste du débat politique dans l'année. Où là, vous m'excuserez, mais le pluralisme des idées est quand même mis à mal partout, et y compris, je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur l'aspect de pré-campagne, parce que ce n'était pas la peine de le faire après Madame Lienemann, mais j'étais absolument d'accord. Personne ne nous fera croire que la pré-campagne
on ne fera pas de politique. Donc tout ça mis bout à bout, quand même, doit nous interroger sur la question de l'accès à la pluralité des opinions pendant les campagnes. Et là où vous nous dites qu'il y aura une égalité et qu'y compris la troisième fraction réduira les inégalités, moi je peux vous prouver, et je le dis par rapport aux enquêtes d'opinion, que parfois elle les aggravera. Et donc là, on a un vrai débat. Et vos conclusions aujourd'hui ne me satisfont vraiment pas. Merci. Donc, pas d'autres explications de vote. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 48 qui est pour, qui est contre, abstention. L'amendement n'est pas adopté. Alors, deux amendements identiques. Le premier, Monsieur Masson. Monsieur Masson n'est pas là. Donc, le deuxième, Monsieur Grand. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet article vise à adapter les modalités d'attribution des temps d'antenne de la campagne audiovisuelle officielle pour les élections européennes, tirant ainsi les conséquences d'une QPC du Conseil constitutionnel. Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d'État a considéré que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n'est désormais ni le plus moderne ni le plus influent de la campagne électorale. Il est donc opportun de s'interroger sur le maintien de ces communications audiovisuelles. Alors que la suppression de l'envoi de la propagande officielle, circulaire, bulletin de vote, est chaque année proposée depuis 4 ans, lors de l'examen du budget, il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l'État pour assurer leur bonne diffusion. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 sont un exemple des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande. À cet égard, Madame la Ministre, quand les candidats, il avait manqué que quelques voix pour pouvoir être aux 5%, ils ont été gravement pénalisés parce que peu de gens avaient reçu les professions de foi. J'avais posé une question, mais je n'ai toujours pas la réponse. Il est donc proposé d'abroger cet article 19 afin que l'État concentre ses moyens pour assurer une meilleure diffusion de la propagande. Et là, je voudrais en profiter pour dire qu'il y aura peu de listes finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a 47 millions d'électeurs et le coût de la propagande sera tellement élevé que personne ne va se présenter en prenant le risque d'avoir moins de 5% et d'avoir une ardoise de millions d'euros à payer. Par cohérence, il conviendra également d'abroger l'article L. 167.1 du Code électoral applicable aux élections législatives, déjà partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précité. Merci. L'avis de la Commission, M. Richard. Il a été défavorable aux deux amendements, donc y compris celui non soutenu de M. Masson, puisqu'ils ont le même sens. Alors, si je voulais être un peu taquin, d'abord je féliciterai M. Grand de tenir le plus grand compte des avis du Conseil d'État et je lui indiquerai qu'il est probablement un précurseur, car nos successeurs dans 40 ou 50 ans souriront probablement sur le temps consacré par le Sénat à s'intéresser à la répartition d'un temps de campagne télévisuelle qui forcément prendra de moins en moins d'importance, c'est vrai, dans le déroulement des campagnes électorales. Mais ça, c'est ce que j'appellerais un peu l'hystérésis du monde politique. Nous avons tous tendance à nous intéresser à des phénomènes de communication que nous avons vus dans les 10 années précédentes plutôt qu'à ceux qui vont venir dans les 10 années suivantes. Mais le remède proposé par le docteur Grand est quand même un peu radical puisqu'il consiste à tuer le malade et à dire il n'y a plus du tout d'expression sur les médias publics. La Commission n'a pas pu suivre une proposition aussi audacieuse et donc a donné un avis défavorable. Oui, l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis. Avis identique. Donc, est-ce que j'ai des Monsieur Grand retire et le 10 de Monsieur Masson n'est pas défendu. Donc, nous passons ensuite à 11 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le numéro 3, donc Madame Kaufmann. Le système qui est proposé offre un avantage injustifié aux partis en place, étant à bloquer l'émergence des petits partis qui leur font concurrence. Or, le propre d'une élection vraiment démocratique est de placer chaque candidat dans une situation d'égalité.
Il n'est pas démocratique de décider à l'avance que tel ou tel courant d'opinion a plus de chance qu'un autre et de lui accorder sous ce prétexte des moyens considérables, lui donnant parfois un avantage décisif. Même si l'intéressé gagne les élections, c'est alors dû à ce qu'il a disposé de plus de moyens. Et c'est ce qu'on reproche généralement au régime autoritaire ou à certaines républiques exotiques. C'est d'autant plus vrai que l'effectif des groupes parlementaires n'est absolument pas représentatif de l'audience électorale. Par exemple, en 2012, au premier tour des présidentielles, le Front national avait obtenu 6 421 426 voix, 17,90%, mais ensuite il n'avait obtenu que 2 députés, alors que les Verts avaient obtenu 828 345 voix, 2,31% au présidentiel, et avaient finalement eu 17 députés. Lors des législatives de 2017, il y a eu des distorsions du même type. Compte tenu du scrutin majoritaire et des tractations politiciennes qu'il permet, il est donc évident qu'une répartition du temps de parole au prorata des groupes politiques du Parlement n'est pas du tout représentative de l'audience des divers courants d'opinion. Merci. Merci. Donc, toujours dans la même discussion, le 72 rectifié, Madame Coste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans sa décision de juin 2016, en réponse au recours déposé par l'association En Marche, qui sert de matrice à l'article 2 de ce projet de loi, le Conseil avait censuré le dispositif applicable aux élections législatives au motif qu'il permettait l'attribution d'un temps de parole hors de proportion avec l'état réel des forces politiques du pays, bouleversé par la percée du mouvement En Marche. Cette expression a été intégrée à l'article 2 afin d'en garantir la constitutionnalité. En adoptant une approche globale, nous considérons toutefois que ces précautions ne sont pas suffisantes, dès lors que la part minimale de débat attribuée à chaque liste est considérablement réduite dans le cas des élections européennes. Après une petite amélioration introduite par les députés, elle est passée de 2 minutes à 3 minutes, contre 7 minutes pour le premier tour des élections législatives et 5 minutes pour le second, comme prévu à l'article 2 bis suivant. Cela signifie qu'en fonction des calculs établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les modalités restent à expliciter, les temps de parole vont considérablement varier d'une liste à l'autre, ce qui pourrait alimenter le sentiment de censure d'une partie de nos concitoyens. En outre, cela renforce le poids de l'équité et affaiblit celui de l'égalité devant le suffrage, puisque la durée des débats organisés sur le fondement du principe d'égalité pourrait être considérablement inférieure à celle des débats répartis par les groupes parlementaires ou par le CSA. Je comprends l'argument du rapporteur qui craint une multiplication des listes en l'absence de parrainage, mais je pense que l'allongement des débats est préférable à une censure trop rigide des nouvelles formations politiques. Plusieurs d'entre nous considèrent que les débats relatifs à l'Union européenne occupent une part trop marginale au regard du rôle désormais important du Parlement européen dans l'équilibre institutionnel bruxellois. L'allongement de la durée minimale de temps de parole pourrait permettre aux citoyens de mieux juger la qualité d'un programme et de l'aptitude au débat démocratique d'un candidat. Dans ces conditions, nous proposons donc un allongement de la part du temps de parole minimale applicable à chaque liste à 5 minutes afin de mieux respecter les principes d'égalité devant le suffrage et le pluralisme et de renforcer la qualité des débats à venir. Merci. On poursuit la discussion commune avec le 49. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de repli propose d'autres règles de répartition du temps d'antenne, d'émission du service public, de la communication audiovisuelle qui garantit l'expression pluraliste des opinions en France. Comme je l'ai énoncé avec notre amendement de suppression de l'article 2, la nouvelle répartition du temps d'antenne proposée par le gouvernement et qui s'appuie sur une répartition équitable ne nous paraît aucunement souhaitable. Elle contrevient à l'égalité des chances entre les candidats et candidates, tous et toutes également légitimes. C'est pourquoi nous vous proposons de conserver les règles existantes actuellement qui prévoient l'égalité de temps de parole en augmentant le temps de la fraction numéro 2 de 2 à 3 heures. Ce temps serait mis à disposition non pas des présidents des groupes parlementaires, mais des partis représentés au Parlement. Cela paraît bien plus représentatif et démocratique, notamment dans le contexte électoral que connaît notre pays. Vous voyez, monsieur le rapporteur, j'abonde dans votre sens. En conséquence, nous vous proposons de supprimer les critères dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait tenir compte
pour assurer le contrôle du respect du principe de l'équité. Rien ne justifie que les formations majoritaires soient favorisées, surtout qu'elles le sont tout au long de l'année, au détriment du nécessaire renouvellement du paysage politique français. Il s'agit au contraire d'encourager la diversité des listes électorales lors des élections européennes et de ne pas nuire à la bonne information des électrices et électeurs quant aux partis ou groupements politiques souhaitant accéder au Parlement européen. Merci. Dans la suite de la discussion commune, le numéro 4, Madame Kaufmann. Le mécanisme du scrutin majoritaire et les transactions politiciennes lors du second tour ont pour conséquence que les résultats des élections législatives en nombre de sièges ne reflètent absolument pas ni les résultats en nombre de suffrages obtenus, ni l'audience réelle des courants d'opinion exprimés lors du scrutin. La constitution des groupes politiques aggrave encore ce constat. Or, prendre en compte les groupes politiques revient purement et simplement à rayer d'un trait de plume les partis politiques dont les parlementaires ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe. Après avoir été victimes du scrutin majoritaire, ces partis sont ensuite victimes de la priorité donnée aux groupes parlementaires, ce qui est une caricature de la démocratie. Merci. L'amendement suivant, Monsieur Assouline, le numéro 37. Merci, Monsieur le Président. Nous disposons désormais d'une jurisprudence constitutionnelle permettant de clarifier la méthode que le législateur doit employer pour répartir le temps de parole durant les campagnes audiovisuelles officielles précédant les élections. Le Conseil a estimé, dans sa décision de mai 2017, que le législateur ne peut pas octroyer aux partis et groupements non représentés à l'Assemblée nationale un temps d'antenne manifestement hors de proportion avec leur représentativité, ce qui méconnaîtrait l'obligation constitutionnelle de maintien du pluralisme et de participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la nation. Vraisemblablement, l'équilibre entre les deuxième et troisième enveloppes telles que prévues par le projet de loi ne répondent pas à cet objectif. 2 heures de temps étant octroyées aux grands partis représentés nationalement, charge au CSA de répartir l'heure restante entre tous les autres candidats. C'était le projet initial. Nous avons constaté avec satisfaction que notre rapporteur, M. Richard, partageait nos préoccupations quant au déséquilibre induit par les différentes enveloppes. La solution qu'il propose et qui a été adoptée par la commission des lois constitue une légère avancée puisqu'elle permettra au CSA de disposer de plus de souplesse et de davantage de temps pour corriger ces inégalités que je pointais. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Les 2 heures destinées aux partis représentés au Parlement national, compte tenu du fait de ces 2 heures, seront réparties par les présidents de groupe et donc vraisemblablement au prorata de leurs effectifs. Ils aboutiront à donner un avantage disproportionné aux grands partis. Il nous semblerait préférable d'aller encore un peu plus loin que M. Richard et de prévoir des deuxième et troisième enveloppes égales à 1h30. C'est-à-dire c'est moins, mais ça permet, c'est moins qu'aujourd'hui, et ça va dans le sens qu'il y ait quand même une différenciation entre les grands partis représentés et les autres, mais en fixant 1h30, on sait qu'on peut trouver une solution quand le CSA va le répartir qui réponde parfaitement à l'exigence du Conseil constitutionnel de participation équitable des partis et groupements non représentés au Parlement national à la vie démocratique de la nation. Si c'était en dessous, on n'y arriverait pas parce que le temps deviendrait absolument infime. Merci. Le 30 rectifié terre, Monsieur Brisson. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à modifier les règles de répartition de la section des 2 heures d'émission de campagne officielle entre les listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. Cet amendement propose en effet d'abord de prendre en compte désormais les représentants français au Parlement européen dans la répartition du temps d'antenne, comme le préconise le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. Il propose également d'attribuer un temps d'émission calculé pour chaque parlementaire et de supprimer les références aux groupes parlementaires afin de garantir un plus grand pluralisme, puisque les parlementaires n'appartenant pas à un groupe seraient eux aussi pris en considération,
une représentativité plus juste, puisque tous les parlementaires bénéficieront du même poids pour le calcul de la répartition. Enfin, cette rédaction permettrait de faciliter l'application des dispositions faisant référence aux notions de partis et groupements politiques et d'inscription et de rattachement qui ne seront pas définis juridiquement et qui peuvent prêter à confusion. C'est pourquoi elle propose de préciser par décret en Conseil d'État les conditions d'inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen, aux partis et groupements politiques. L'amendement suivant, le 38, Monsieur Assouline. Ça part de la même préoccupation, mais c'est limité à un objet. Je trouve très intéressant d'ailleurs ce qui a été défendu là. En effet, il est surprenant que s'agissant de la diffusion de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen, les principaux intéressés ne participent pas à la répartition du temps de parole, puisqu'on parle que ce sont les présidents des groupes représentés à l'Assemblée nationale. Et il y a des présidents de groupes au Parlement européen, ils ont leur représentativité, ils ne sont pas mis dans la commission du tout. Donc, ce que je propose, cette négociation pour répartition de l'enveloppe de 2 heures entre les présidents des groupes parlementaires nationaux est calquée sur ce qui est déjà en cours pour les élections législatives. Cette solution adaptée à ce type d'élection nationale présente pour celle des représentants au Parlement européen plusieurs défauts majeurs. Je suis surpris d'ailleurs que le gouvernement ne l'ait pas vu. Elle exclut les responsables des partis non représentés nationalement dans la négociation. Elle interdit le soutien à plusieurs listes qui pourraient être issues d'un même groupe parlementaire national. Elle favorise ainsi de fait l'expression des grands partis. La répartition étant effectuée loin des instances européennes, elle ne constitue pas la solution la plus à même de garantir la transparence. Pour ces raisons, la solution retenue par le texte me semble de nature à entamer le principe constitutionnel de maintien du pluralisme au sein des médias. Notre amendement vise donc à permettre aux chefs des délégations françaises représentées au Parlement européen de procéder à la répartition de la deuxième enveloppe de la campagne audiovisuelle publique au même titre que les présidents de groupe des 2 assemblées nationales et du Sénat. Merci. Donc le 61, Monsieur Bizet, qui était seul signataire, donc il n'est pas là, il n'est pas défendu. Le numéro 5, donc Madame Kaufmann. Monsieur le Président, les tractations politiciennes auxquelles donnent lieu les alliances du second tour lors du scrutin majoritaire, puis les tractations liées à la constitution des groupes politiques au sein du Parlement, pervertissent l'expression du suffrage universel. Si certains prétendent que ce type d'organisation est l'expression d'une cohérence politique, il faut aller jusqu'au bout. Dans ces conditions, un groupe politique ne peut alors pas sérieusement prétendre qu'il est légitime pour lui de soutenir simultanément plusieurs listes. D'ailleurs, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État lui-même a demandé l'application de la règle selon laquelle chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu'une seule liste. Merci. Le 67 rectifié, Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis les dernières élections présidentielles, nous avons entendu de nombreuses critiques en direction des médias, accusés d'utiliser leur pouvoir d'influence pour peser en faveur de tel ou tel candidat. L'affaire impliquant les sociétés Facebook et Cambridge Analytica et leur rôle présumé lors des élections américaines et du référendum sur le Brexit renforce les suspicions du public à l'encontre des nouveaux géants médiatiques. Dans ces conditions, afin de couper court à toute théorie du complot, nous souhaitons que la répartition des temps de parole lors des prochaines élections européennes se déroule dans les conditions les plus transparentes possibles. C'est l'objet du présent amendement qui prévoit la publication de la répartition des temps de parole opérée par les groupes parlementaires. Je vous remercie. Madame Coste, le 68 rectifié. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Comme le consacre l'article 4 de notre Constitution, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la nation.
L'objet de cet amendement est donc d'inscrire cet objectif constitutionnel de pluralisme dans le dispositif de répartition du temps de parole géré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin que celui-ci ne soit pas trop défavorable aux formations politiques non représentées au Parlement. En l'état actuel du texte, les critères de répartition sont assez flous, notamment dans la mention relative aux instituts de sondage. Cela pourrait renforcer la dimension auto-prophétique des débats ainsi organisés. Il s'agit également de ne pas enfermer le débat relatif aux élections européennes dans les mêmes contingences que ceux des élections nationales. Cela s'inscrit en cohérence avec notre volonté de promouvoir le développement des listes transnationales. Merci. Donc, l'avis de la commission, Monsieur Richard, sur les 10 amendements, puisqu'il y en a un qui n'a pas été défendu. J'ai essayé de présenter une synthèse aux collègues. Donc, l'amendement 3 de M. Masson nous paraît malheureusement en contradiction avec ce qui vient d'être jugé l'année dernière par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel a établi le principe qu'on devait tenir compte des différences de représentativité entre les listes de candidats au vu d'un ensemble de critères qu'il a strictement énumérés. Donc, la proposition d'égalité complète ne nous paraît plus la solution soutenable sur le plan légal. Donc, avis défavorable sur celui-là. Ensuite, sur l'amendement 72 de Mme Coste, nous nous permettons de le trouver un peu inflationniste, parce que, comme précisément nous ne savons pas combien il y aura de listes au total, et que précisément ce facteur de droit d'expression sur plusieurs médias publics à des moments de grande écoute est un facteur qui va aimanter les créations de listes. Avec 5 minutes par liste, on peut avoir, suivant l'expression des professionnels, des tunnels qui peuvent être perçus comme un peu redoutables et dissuader d'autant plus les auditeurs de rester attentifs. Donc, 3 minutes est déjà le résultat d'un compromis, on était parti de 2, et la Commission a préféré qu'on en reste à ce chiffre. À ce sujet, d'ailleurs, je veux malheureusement inquiéter plus M. Grand qu'il ne l'était, car, bien sûr, la charge logistique d'imprimer des bulletins sans être sûr d'être remboursés et d'assurer des professions de foi et d'assurer leur diffusion est lourde, mais vous aurez beaucoup de listes qui se présenteront uniquement pour la campagne télévisuelle et qui ne feront pas l'effort. C'est le cas qu'on avait eu en Île-de-France en 2014. On avait au moins 7 ou 8 listes sur les 27 qui n'avaient même pas distribué de bulletins. Mais ça leur donnait la possibilité de passer à la télévision. Donc nous craignons quand même une inflation. C'est la raison pour laquelle la Commission ne vous a pas suivi. Pour l'amendement 49 du groupe CRCE, malheureusement, la même objection joue que pour l'amendement de M. Masson, c'est-à-dire que l'égalité pure n'est plus conforme à la jurisprudence. Alors, sur l'amendement 37 de l'avis d'Assouline, qui propose de supprimer 30 minutes des groupes parlementaires pour le transférer sur la fraction corrective du CSA, il nous semble que ce n'est pas le meilleur facteur d'équilibre et que nous proposerons, puisque c'est ce que la Commission a voté, un allongement de 30 minutes à la disposition du CSA pour obtenir les rééquilibrages, mais pas forcément le prenant sur le temps des formations politiques déjà représentées au Parlement. Alors nous étions ennuyés, et je reviens d'ailleurs à un autre amendement proposé par M. Assouline, du fait de ne pas pouvoir prendre en compte les parlementaires européens, parce que la technique choisie par le gouvernement était de partir des décisions des présidents de groupe. Et au fond, l'amendement de M. Brisson nous donne la solution, qui est de dire, au fond, il y a 925 parlementaires nationaux, on rajoute les 74 parlementaires européens, et on demande à chacun de ces parlementaires, plutôt que de passer par le président de groupe qui lui-même pourrait faire des répartitions, des subdivisions, on dit, et on vient de faire le calcul avec l'équipe de la Commission, ça donne exactement 7 secondes 21 centièmes par parlementaire. Et donc, il suffit d'additionner, comme on fait pour les rattachements de financement, il suffit d'additionner les décisions qui seront prises par les parlementaires pour dire « je souhaite que le temps de parole auquel j'ai droit dans les 120 minutes soit donné à la liste X ou Y ».
Et comme ça, d'abord, on règle le problème aussi des non-inscrits et on intègre les parlementaires européens. Donc la Commission a donné un avis favorable à cet amendement de M. Brisson, qui résout donc plusieurs problèmes. Sur l'amendement de Mme Coste, le numéro 67, qui propose la publication du temps d'émission attribué par les parlementaires, il nous semble qu'il est satisfait implicitement, puisque la décision récapitulative du CSA, au moment où il a fini les calculs, entre guillemets, est publiée au journal officiel. Mais nous pourrions modifier notre position, parce que si ce que vous voulez, c'est justement connaître les décisions de chaque parlementaire, celle-là n'est pas publiée, et donc la Commission n'avait pas retenu cet amendement, mais à titre personnel, il me semble qu'il a quand même sa justification. Enfin, prendre en compte l'objectif dans l'amendement 68 de Mme Coste, prendre en compte l'objectif de pluralisme, ça, me semble-t-il, c'est vraiment répétitif par rapport au principe constitutionnel, donc il me semblerait plus judicieux que Mme Coste le retire parce qu'il est satisfait. Donc si je récapitule, Monsieur le Président, m'excusons d'avoir été un peu long, la Commission s'est donc prononcée défavorablement aux amendements 3 de M. Masson, 72 de Mme Coste, 49 de Mme Assassi, 4 de M. Masson et 37 de M. Assouline, favorablement à l'amendement 30 de M. Brisson et défavorable par voie de conséquence aux amendements 38 de M. Assouline, 61 de M. Bizet, mais il n'est pas présenté, 5 de M. Masson, 68 de Mme Coste, en demandant le retrait, et sur l'amendement 67, la Commission s'est prononcée défavorablement, mais à la réflexion, je suggère une autre évolution, une autre appréciation. Merci. Donc, Madame la Ministre. Alors, pour l'amendement numéro 3 de M. Masson, avis défavorable. L'amendement numéro 72 de Mme Coste, en effet, la durée forfaitaire de 3 minutes doit être mise en perspective avec les durées attribuées au titre des deux autres fractions et qui permettent d'aboutir à un juste équilibre. Je tiens enfin à vous rappeler que lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le gouvernement a déjà accepté de porter le forfait de 2 à 3 minutes. Donc, défavorable, Madame Coste, au retrait, si vous le voulez bien. Amendement numéro 49 de Madame Éliane Assassi. Difficulté en termes de mise en œuvre. Le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés dès lors que la deuxième fraction serait attribuée à des partis politiques, tandis que la première et la troisième seraient attribuées aux listes de candidats. En effet, la fraction de correction n'a de sens que si elle s'applique à l'égard des deux premières. Si les bénéficiaires des temps de parole sont différents d'une fraction à l'autre, alors la correction n'est pas possible, donc défavorable. En ce qui concerne l'amendement numéro 4, M. Masson, en mettant les 2 heures de la deuxième fraction à disposition des présidents de groupe, le gouvernement a souhaité s'en remettre à la sagesse de ces derniers et à celle des groupes parlementaires. En termes de mise en œuvre, cette répartition est également plus simple que le fait d'organiser un système complexe de parrainage de plusieurs centaines de parlementaires. Donc, avis défavorable. Sur le 37 de M. David Assouline, le dispositif que propose le gouvernement vise à maintenir une durée plus importante de temps d'antenne aux listes soutenues par des formations représentées au Parlement. Cette prime donnée à la représentation parlementaire existait précédemment et n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision suite à la QPC. Et le gouvernement n'a pas entendu revenir sur ce principe. Pour que ce mécanisme correctif fonctionne, il ne doit pas conduire à attribuer une même durée d'émission que le mécanisme principal fondé sur la représentation parlementaire. Donc, avis défavorable. L'amendement numéro 30, présenté par M. Max Brisson. Alors, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement dans la mesure où il remet en cause le rôle des groupes parlementaires dans la répartition des temps d'antenne. S'agissant de la prise en compte des représentants français au Parlement européen comme déterminant de la répartition des temps d'antenne, je tiens à vous préciser que cela est d'ores et déjà prévu à travers
la troisième fraction. Pardon, je vous regarde. En effet, parmi les critères que le CSA devra prendre en compte figure celui des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen. Je dis bien dans la troisième fraction. Ces résultats sont pris en compte donc dans cette troisième fraction, dans la mesure où ils ne permettent pas de donner une image suffisamment actualisée des rapports de force politiques, les dernières élections européennes ayant eu lieu en 2014. C'est pour cette raison qu'il en est tenu compte au titre du mécanisme de correction que dans la troisième partie et non dans la deuxième. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. En outre, ce dispositif est plus complexe à mettre en œuvre, enfin le vôtre, que celui proposé par le gouvernement. Bon, mais j'ai compris que c'était une affaire de 7 secondes. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Ah oui, je n'ai pas fini, pardon. Amendement numéro 38. Monsieur David Assouline. L'intervention conjointe des chefs de délégation française de chaque groupe du Parlement européen et des présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat viendrait complexifier l'économie du projet. En outre, les personnes qui seront candidates aux élections européennes de 2019 n'étaient pas nécessairement candidates lors du précédent scrutin européen. Il sera en ce cas impossible de prendre en compte leurs résultats de 2014. Tel sera le cas des listes En Marche et la France Insoumise. Voilà, donc avis défavorable. L'amendement numéro 5, Monsieur Masson, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement car elle risquerait de priver certains présidents de groupe de la possibilité de soutenir également des listes représentant des courants d'opinion émergents. Voilà, merci. Ensuite, le 67, Madame Coste. Sagesse, Madame Coste. Et enfin, 68, Madame Coste. Je comprends l'objectif qui sous-tend votre amendement en fixant au CSA l'objectif du pluralisme des idées et des opinions. Cependant, cet objectif correspond à la mission fondamentale du CSA qui, en application de la loi de 86 relative à la liberté de communication, qui assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Le rappeler ici n'apporte pas de précision quant à la répartition à effectuer. Au contraire, la formulation proposée à l'article 2 s'inspire directement de la décision du Conseil constitutionnel et me semble plus précise. En effet, elle indique clairement que l'objectif de la fraction de correction est d'éviter d'aboutir à des temps d'antenne hors de proportion avec la participation des partis et groupements qui les soutiennent à la vie démocratique de la nation. Pour ces raisons, le gouvernement vous demande le retrait, si vous en étiez d'accord. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Avant de passer aux explications de vote, je voudrais savoir si tous les amendements sont maintenus. Donc, Madame Coste retire le 68. Est-ce qu'il y a d'autres retraits? Il n'y a pas d'autres retraits, donc on va passer au vote sur l'amendement numéro 3 de Monsieur Masson avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Le numéro 72 rectifié, Madame Coste, donc avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 49 avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 4, deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 37, avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Monsieur Assouline, explication de vote. Oui, très rapide. J'ai pas bien compris. Donc, Monsieur Richard, vous dites que mon amendement consisterait à enlever une demi-heure au grand parti
pour les donner à l'heure, et ça ferait tout le monde à 1h30. Ça paraît incohérent comme vous le présentez, mais en gros, vous avez 1h30 à répartir entre quelques formations. Donc chacun va en avoir quand même pas mal. Sur l'autre tranche, si on restait à la version du gouvernement, il y aurait 1 heure peut-être pour 25 listes. Voilà, puisqu'ils sont hors Parlement, il peut y en avoir des tapés. Donc, je considérais que si on voulait qu'il y ait quand même un équilibre, on mettait à 1h30 l'ensemble des autres, qui peuvent être très nombreux, pour que c'est un sens, qu'ils aient au moins un petit peu, quoi. Ou sinon, on dit qu'ils sont interdits d'antenne dans les campagnes s'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée. Et je voulais rester dans la même enveloppe, parce que je sais très bien ce qu'est la contrainte, parce que j'aurais pu dire 1h30 pour les petits, mais on maintient à 2 heures. Or, je sais très bien, parce que beaucoup de discussions avec l'audiovisuel, ils vivent souvent ces moments-là comme des contraintes, pas parce qu'ils ne veulent pas faire leur devoir civique, c'est qu'ils savent très bien qu'au moment où il y a ça, ils sont en compétition avec d'autres chaînes privées qui n'ont pas ces obligations et qu'il y a un décrochage massif vers les chaînes privées, qui ne retrouvent pas ensuite après. Donc, mon idée était de corriger une inégalité. On passe de 1 heure à 1h30, mais on ne rajoute pas cette demi-heure de l'autre côté. On la prend aux grands partis qui ont déjà pas mal. Ils sont sur l'autre tranche. Et puis, ils se répartissent cette heure et demie sur moins de formation. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à votre reproche. Merci, Monsieur Assouline. Pas d'autres explications de vote. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Le 30 rectifié terre 1, avec un avis favorable, plutôt favorable, de la commission, un avis plutôt défavorable même, du gouvernement. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur le 30 rectifié terre? Monsieur Assouline. Oui, ça pourrait répondre à une question puisque mon amendement vient derrière, hein, et il traite une partie de la question que vous traitez. Je veux dire que cet amendement va dans le sens de ce que je voulais faire de façon plus réduite, c'est-à-dire permettre de prendre quand même en compte les présidents de délégations européennes quand il s'agit d'une campagne européenne et de ne pas considérer que ça n'existe pas. Donc vous allez plus loin. Vous voulez même que le temps soit réparti en fonction de la représentativité, et je pense que ça donne un ensemble plus cohérent. Voilà, ça, on fait ça, et donc ça justifie encore plus que les présidents de délégation soient dans la discussion pour la répartition. Bien, donc si cet amendement passait, le mien serait caduc. Donc on va voir ce qui se passe. Mais je veux dire à Madame la Ministre que vous êtes contre celui dont on discute maintenant, et vous êtes contre celui que je présente, qui pourrait être un amendement de repli pour tout le monde au moins, avec un argument que je ne comprends pas. Vous dites c'est pas besoin, alors que vous nous annoncez que, pour répondre à Monsieur Richard, et vous annoncez que dans la dernière tranche est déjà prévue une répartition en fonction de la représentativité au Parlement européen. Et alors que c'est prévu, vous dites que les présidents de délégation ne peuvent même pas être autour de la table pour le décider. Incohérence totale, Madame la Ministre. S'il y a une tranche qui se fait, qui prend en considération la représentation au Parlement européen, vous ne pouvez plus justifier que est exclu, comme je le propose, les présidents de délégation dans la commission qui va répartir le temps. Donc, si l'amendement de M. Brisson était repoussé, je maintiendrai le mien, qui serait au moins un amendement de repli pour permettre qu'il soit autour de la table pour la répartition de la dernière tranche. Monsieur Richard. Monsieur le Président, avant le vote, il est peut-être utile que j'apporte un ou deux arguments supplémentaires. L'amendement de M. Brisson nous semble apporter deux améliorations et pas une seule. D'une part, il prend en compte la représentation parlementaire,
dans les 3 assemblées intéressées, de façon pondérée, puisqu'évidemment les parlementaires nationaux pèsent 925 personnes, alors que les parlementaires européens n'en pèsent que 74. Mais c'est la façon tout de même de rectifier. Mais l'amendement de M. Brisson nous règle un deuxième problème qui n'était pas facile, qui était de dire, entre des listes futures, les présidents de groupe issus d'une consultation tout à fait différente vont se prononcer et répartir les voix. C'est-à-dire qu'on sait bien que certains groupes parlementaires sont constitués d'une forme de coalition, d'un rassemblement de personnes qui n'étaient pas de la même famille politique exactement, et donc on leur donne le droit de répartir les voix de leurs parlementaires, entre guillemets, entre plusieurs listes. Il me semble, je crois qu'il peut sembler à peu près à tout le monde, que c'est quand même une façon de procéder pour fixer du temps de parole qui n'est pas de la plus grande transparence. La formule de M. Brisson, elle aboutit à dire que c'est chaque parlementaire qui, entre les listes nouvelles, pas forcément recouvrant les clivages antérieurs, qui vont se présenter, qui en conscience décide d'apporter sa contribution au temps de parole sans passer par l'intermédiaire des présidents de groupe. Et je suis obligé de dire à David Assouline que ça fait très peu de temps d'ailleurs qu'on mentionne les présidents de groupe dans des textes législatifs et les chefs, guillemets, de délégations nationales au sein des groupes du Parlement européen, nous n'en connaissons pas l'existence dans le droit français. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, donc je vais mettre cet amendement 30 rectifié terre aux voix. Qui est pour? Donc qui est contre? Donc l'amendement est adopté et il fait tomber les amendements 38 et les amendements 5. Nous passons donc au 67 rectifié. Alors le 67 rectifié avec un avis plutôt favorable, voilà, en tout cas à titre personnel du rapporteur, et un avis de sagesse du gouvernement. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Pas d'autres explications de vote. Qui est pour? Levez bien la main parce qu'on a du mal à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Oui, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il est adopté. Et le 68 avait été retiré. Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons légèrement dépassé minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi afin d'avancer dans l'examen de ce texte. S'il n'y a pas d'objection, il est ainsi décidé. Donc l'amendement numéro 39, Monsieur Assouline. C'est vraiment un amendement où j'aimerais que tout le monde prête l'attention parce que j'ai essayé aussi d'avoir des échanges qui n'ont pas eu lieu avant avec les conseillers de la ministre parce qu'il y a peut-être des malentendus. Jusqu'à aujourd'hui, les textes de loi régissant les différentes campagnes électorales prévoient une obligation de sa diffusion audiovisuelle mutualisée au niveau des 3 grandes sociétés nationales de programmes dans l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France et France Monde. Voilà, c'est ça les 3 sociétés, puisqu'il y a eu les regroupements. Il revient au CSA de fixer lesquels des services de ces sociétés assument les obligations en tenant compte de leur format et en concertation avec les présidents des sociétés. C'était le système actuel. L'Assemblée nationale, par le vote d'un amendement du gouvernement, probablement, on nous expliquera pourquoi il est arrivé comme ça, sur son propre projet de loi, a prévu que cette obligation de diffusion des émissions de campagne serait imposée à chacun des services des 3 sociétés. Or, service, ce n'est pas une société. C'est quoi un service? Eh bien, cette nouvelle obligation faite aux chaînes et radios publiques modifie considérablement sa portée, potentielle, je dis bien, parce que le CSA pourra décider autrement, mais potentiellement, nous mettons dans la loi que, avec le même temps de parole, 2 heures, les spots pourraient porter sur 16 services, puis ce n'est plus les 3 sociétés, ces 3 sociétés ont 16 services. Donc,
Potentiellement, il y a 16 fois 2 heures. France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Réseau France Outre-mer pour France Télévisions, France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, Le Move, FIP pour Radio France, France 24, RFI Monte Carlo, d'où la LIA, pour France Média Monde. À titre d'exemple, je rappelle qu'à Radio France actuellement, seule France Inter diffusait les campagnes, compte tenu des formats des 5 autres radios, parce que, bon, voilà, l'obligation de diffusion pour France Info, d'ailleurs, n'est valable que de la télé France Info et pas la radio. Cela signifie que l'obligation de cette société pourrait potentiellement être multipliée par 6 par rapport à l'existant. Le coût pour l'État, puisque l'État doit payer intégralement ces spots, pourrait être considérablement augmenté, alors qu'on dit au service public de faire moins de dépenses, sans compter le ridicule que ça pourrait produire sur certaines chaînes ou radios d'un coup interrompre pour 2 heures, j'imagine même pas, France Musique ou FIP dans un grand magasin qui enverrait d'un coup 2 heures de... Bon, je ne veux même pas envisager ça, mais je finis, potentiellement, c'est possible tel que c'est rédigé. Donc je propose juste de dire à vocation généraliste pour circonscrire ce que le CSA peut décider aux chaînes généralistes qui traitent de l'information, de la politique. Merci. En discussion commune, donc, nous en avions 2, celui-ci et le 46 rectifié. Monsieur Leleux. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. L'exposé des motifs de mon amendement est similaire à celui de David Assouline. Il n'aboutit pas forcément à la même rédaction. Simplement rappeler que la rédaction de l'article 2 prévoyait dans son texte original, conformément à l'usage et à la pratique en vigueur, de viser les 3 sociétés qui viennent d'être indiquées, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France et France Média Monde, pour appliquer cette répartition de temps de parole, et non pas chacune des antennes au nombre de 16, comme cela vient d'être rappelé. C'était pour promouvoir un débat plus large que, j'imagine, le gouvernement, à l'Assemblée nationale, a apporté cet amendement pour cibler l'ensemble des antennes, pour passer et diffuser ces messages. On peut partager l'objectif qui est visé, c'est-à-dire de rendre plus dynamique, plus large le débat sur les élections européennes, mais la rédaction retenue pose néanmoins des difficultés pratiques au regard de la ligne éditoriale de ces différents services, de ces différentes antennes, et ceci d'autant plus que le projet de loi précise qu'il s'agira dans chaque cas du même texte pour les émissions de télévision et d'un texte similaire pour les émissions de radio, sans possibilité d'adaptation aux médias en question. Et cela signifie par exemple qu'un texte de nature politique, par nature, conçu pour des citoyens majeurs et des électeurs, soit diffusé sur France 4, dont les programmes sont destinés aux enfants, dans la journée. Cela signifie également que ce texte, nécessairement en français, puisque doit être le même texte, devra être diffusé sur la radio arabophone Monte Carlo Douala, qui fait partie du groupe France Média Monde, et des interrogations similaires peuvent exister concernant la radio Move, qui est dédiée uniquement aux musiques actuelles. Le présent amendement que je propose dans sa rédaction, qui est légèrement différente, elle prend en compte quand même la préoccupation du gouvernement, tout en respectant les lignes éditoriales, en confiant au CSA la mission de veiller à ce que le choix des services chargés de diffuser les émissions permette de s'adresser au plus grand nombre, soit à l'ensemble des électeurs, sans nécessairement concerner l'ensemble des services. Voilà l'objectif de cet amendement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Leleux. Donc, sur ces 2 amendements, l'avis de la Commission, Monsieur Richard. Alors, Monsieur le Président, parfois, les jours de mauvaise humeur, certains collègues de cette Assemblée trouvent que la Commission des lois exerce une grande influence et prétend pouvoir présenter des opinions sur des choses très variées. En l'occurrence, nous montrons nos limites. La Commission des lois a quand même un peu séché sur ce sujet, et donc, en écoutant 2 des meilleurs connaisseurs de ce sujet, nous avouons notre perplexité. Donc, pour essayer de mettre un modeste décodeur, ce que nous cherchons à faire, c'est de dire
les programmes, enfin l'expression sur les antennes publiques devrait couvrir France 2, France 3, France Info, France O, Outre-mer Première, France Inter, France 24 et RFI. Bien. Comment écrire ça dans la loi? Je crois comprendre que la façon dont le gouvernement a rédigé son texte adopté par l'Assemblée voulait dire ça, avait l'intention de dire ça. Nos deux collègues nous disent l'écriture choisie ne disent pas ça, mais nous envoie vers 16 programmes. Nous avons un peu de mal à improviser en séance. Il me semble, nous avions prévu simplement, devant notre incertitude en commission, de demander l'avis du gouvernement, ce qui était moyennement courageux. Il me semble, à l'écoute des collègues, qu'il vaudrait mieux voter un des deux amendements, puisqu'ils ne sont pas tout à fait identiques, de manière que tout le monde, à froid, puisse travailler la bonne rédaction pour la commission mixte paritaire, pour qu'on arrive bien, dans le texte de la loi, à l'objectif que nous cherchons tous. Je vais donner l'avis du gouvernement en disant en fait que ça nous semble une bonne idée aussi d'accepter, de faire sagesse sur vos amendements respectifs, peut-être en osant dire que nous préférerions celui de M. David Assouline sur la rédaction. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Si, beaucoup. Voilà, parce qu'il nous semble plus clair. Voilà, pour dire. Voilà. Très bien. Monsieur Assouline ? Oui. À l'inverse, j'ai eu cet échange avec Monsieur Leleux. À l'inverse de ce que vous avez présenté, vous laissez la même chose dans votre amendement. Vous dites que c'est le CSA qui décidera ce qui est généraliste. Je vois bien, hein, on part des mêmes préoccupations. Et donc, vous lui dites, dans votre amendement, c'est le CSA qui décidera. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas, puisque on dit les services et on ne dit plus les entités, ça, potentiellement, ça monte à 16. Et ce qu'on veut dire au CSA, c'est bien sûr qu'il va continuer à choisir comme il faisait avant, mais dans quelque chose de plus circonscrit, qui est les chaînes généralistes. Ça ne peut pas être sur les 16. Votre amendement, tel qu'il est rédigé, alors je sais que ce n'est pas l'intention, laisse ce pouvoir encore au CSA complètement ouvert. Et je crois donc que ma rédaction est plus précise et répond complètement à ce que vous avez dit, Monsieur Leleux. Je pense que ça va obliger le CSA et les chaînes à discuter de façon apaisée, car il y a panique à bord à Radio France, à France Télévisions et tout, qui d'un coup se disent, déjà on vivait comme un boulet un peu ces 2 heures qui nous font décrocher tout le monde. Ben oui, parce que c'est pas très les partis, ils font pas d'efforts, hein. Ils enregistrent des trucs qui sont assez rébarbatifs et repoussants. Donc quand ils font leurs 2 heures, ils savent que ça décroche et qu'ils ne retrouvent pas leur public, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on leur dit en plus, ça peut être à des moments et sur des chaînes où vraiment c'est incongru de le faire et ça nous handicaperait un peu plus. Et je pense que ça ferait des économies au gouvernement, que ce soit plus circonscrit et que ça puisse jamais être partout. Voilà. Donc, merci pour ces avis de sagesse et je pense qu'on peut se rassembler sur cet amendement, qui pour moi serait l'amendement Assouline-Leleux, hein. Merci, Monsieur Assouline. Monsieur Leleux. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je ne suis pas certain que l'expression service à vocation généraliste soit suffisamment claire, en réalité. Et c'est un peu la raison pour laquelle je voulais laisser en concertation avec les chaînes en question la plaidoirie pour dire, voilà, on prend telle ou telle partie de ce temps de parole dans telle ou telle antenne. Maintenant, je pense que l'objectif visé est quasiment atteint, d'autant que si on maintenait le texte tel qu'il est prévu actuellement, c'est non seulement très compliqué, c'est surtout très compliqué pour la gestion pratique de l'ensemble de ce calcul de ces temps de parole. Donc je me range à cet amendement Leleux Assouline.
Assouline Leleu, pardon. Merci. Donc j'en conclus, Monsieur Leleu, que vous retirez votre amendement. Donc nous allons passer au vote sur l'amendement numéro 39 de Monsieur Assouline avec, je dirais, des avis. Monsieur Gattolin, explication de vote. Je partage les réflexions qui sont là et les services à vocation généraliste. J'espère que le service public n'en profitera pas pour exclure aussi les services d'information, parce qu'ils sont directement concernés par les campagnes. Donc, d'accord. Donc, si c'est le CSA qui décide quelles sont ces chaînes à vocation généraliste et d'information, puisqu'il s'agit quand même aussi d'information, même si c'est une expression libre, me paraît plus adéquate. Je pense qu'on va voter l'amendement, mais que la rédaction mérite sans doute d'être interrogée dans le cadre d'une CMP. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 39 avec 2 avis de sagesse favorables. Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, cet amendement est adopté. Je vais maintenant mettre aux voix l'article 2. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je mets aux voix. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'article 2 est adopté. Voilà pour l'adoption par les sénateurs de ce projet de loi qui crée une circonscription nationale unique pour les élections européennes. Je vous rappelle que jusqu'ici, il y avait 8 eurocirconscriptions en France, et cela depuis 2003. Cette mesure va entrer en vigueur pour les prochaines élections, c'est-à-dire l'année prochaine, et cela malgré l'opposition de toute une partie de la droite sénatoriale qui voulait, elle, qu'il y ait 13 eurocirconscriptions qui reflètent les 13 régions françaises. Notez également les débats qui ont eu cours autour de la question du temps de parole, alors que toute une partie des élus de l'opposition au gouvernement juge que le gouvernement veut s'attribuer plus de temps de parole, puisque le temps des clips de campagne va être conforme, va être proportionnel au nombre d'élus au Parlement national. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.